Et en tout cas, par rapport à la campagne, moi, je n'ai pas battu campagne sur le terrain parce que j'ai décidé avec mes amis de laisser chacun à sa conscience, de renvoyer nous sommes tous interpellés, nous les hommes politiques. Et je voudrais en tout cas déplorer, surtout la violence verbale aussi, après la violence physique. Je viens tout de suite d'écouter une déclaration de Saint-Louis, de l'ancien ministre de l'Intérieur qui est député actuellement à l'Assemblée nationale et qui a accusé même les tenants du nom d'être de collusion avec des réseaux djihadistes. Et je pense que cela ne rend pas service même au régime en place. Parce que je ne peux pas comprendre qu'on en arrive à porter de telles accusations dans ce pays et dans ce contexte pour un référendum. Et je pense que les Sénégalais ne sont pas amnésiques. Et je considère que pour une campagne concernant des points qu'on dit devoir renforcer la démocratie et l'état de droit, on ne devrait pas en arriver là. Je pense que le procureur de la République devrait écouter cela et pourquoi pas s'autosaisir. Parce que dans ce contexte, quand on accuse des Sénégalais d'être de connivence avec des réseaux djihadistes, tout simplement parce qu'ils ont décidé de voter non, c'est pourquoi je dis qu'il y a des dérives partout. Aussi bien dans le camp du oui que dans le camp du non. On ne devrait pas en arriver à cette situation de dérive, tout simplement parce que nous devions tous expliquer. Parce que je pense que là où nous avons raté le coche, c'est qu'il n'y a pas eu de concertation préalable et de dialogue préalable sur le contenu de ces réformes. Cela nous aurait évité cette situation parce qu'en 2001, il n'y a pas eu de campagne. Le président de la République n'est pas sorti du palais. Aucun ministre n'a déserté son ministère pour aller battre campagne. Et nous n'avons pas vu toute cette débauche d'argent que nous constatons. Voilà. Nous reviendrons sur ça, les accusations d'achat de conscience. Alors, Yankoba Diattara, s'achemine-t-on vers un scrutin de tous les dangers, vu les scènes de violence qui ont un peu émaillé le déroulement de la campagne? Je voudrais, avant de répondre à votre question, saluer naturellement tous les téléspectateurs qui nous suivent de la DTV et vous féliciter d'avoir pris cette belle initiative de décentraliser donc vos émissions, surtout pour cette émission consacrée, je peux dire, à la dernière journée de la campagne, donc pour le référendum. Mais également tous mes amis qui sont là, aux débatteurs représentant le camp de oui, mais aussi mes parents comme tante Hélène, donc de l'Assemblée nationale, qui représente aujourd'hui pas le camp du non, mais qui est partie prenante pour la victoire du non à Thiès. Mais également saluer mon ami Bachir Diawara. Je lui disais tout à l'heure, je lui taquinais mes boys, sur le plateau, nous sommes pour l'essentiel de la même génération. Nous avons fréquenté le même lycée, la même université, on est de la même génération presque et on représente les deux pôles politiques donc, du pays. C'est un grand honneur pour nous. Tante Hélène, qui est notre maman également, qui est dans l'échiquier, qui également a notre ne vous rajeunis pas pour autant. C'est très honorable tout cela. C'est pour dire simplement quand même que c'est le Sénégal qui s'est réuni aujourd'hui. Et tout à l'honneur de Thiès également d'avoir ces fils aujourd'hui qui sont à ces niveaux de responsabilité. Donc je voudrais également en profiter pour féliciter tout le monde et dire que c'est un événement politique, malheureusement qui nous a été imposé précipitamment par le président de la République et qui va passer. Et lundi, c'est clair, nous allons tous nous retrouver. Nous qui sommes restés à Thiès, nous allons nous retrouver pour encore continuer donc, à œuvrer, à travailler pour les Thiessois. Et ceux qui sont à Dakar également continuent à travailler pour le Sénégal. Donc c'est comme je dis, ça va passer, mais ce qui est regrettable, c'est que comme vous dites, la violence qui a été constatée et qui, c'est clair, et tout le monde l'a constaté. Et Thiès n'a pas été épargné par n'a pas la été violence. Épargné. Et même Thiès, mais quand même, contrairement aux autres régions, quand même c'est dans une moindre mesure que ces scènes ont été constatées. Et regretter vraiment les incidents.
Et après, tout le monde au calme, à la sérénité. Comme j'ai dit tantôt, ça va passer bientôt. C'est une consultation, même citoyenne, on pouvait dire, républicaine, sur une question malheureusement assez complexe, parce qu'on aurait pu, sur une question ou deux, consulter le peuple, mais sur 15 points, avec peut-être la prise avec laquelle on l'a organisé. Peut-être c'est ça qui a fait, malheureusement, il y a eu ces scènes de violence, mais ce stress et cette tension-là qui habitent un peu les deux camps. Il faut le reconnaître. Mais je pense que ça va bientôt passer. Et dès lundi, nous allons reprendre nos esprits et continuer naturellement à travailler pour ce pays qui a tant besoin de nous. Oui, Bachir Diawara, comment en est-on arrivé là, à votre avis? Oui, allô? Oui, Edouard, je vous remercie. C'est bon, je pense? Oui, oui, allez-y. Je vous remercie pour votre invitation et vous me donnerez l'occasion d'emblée de saluer tous les frères de la paire de Thiès, parce que c'est des frères, nous sommes tous de Thiès, comme l'a dit tout à l'heure Diatara, que ce soit Abdou Mbow, Maodo Malick Mbaye, Serigne. Saluer également honorable député Elentine, mon ami Diatara. Moi, je pense que tout le monde l'a dit, le débat a été biaisé dès le début. Il y a eu beaucoup de référendums qui ont été organisés au Sénégal, mais jamais un référendum n'a été aussi instable. C'est un référendum qui est caractérisé par beaucoup de controverses. Autant au niveau de la forme que dans le fond. On aura l'occasion de revenir sur certaines questions. Mais moi, je pense que c'est la démarche qui a été biaisée. La démarche qui a été utilisée par le président de la République, Macky Sall, a été biaisée. Ce référendum-là a été organisé de manière unilatérale, sans aucune concertation avec les forces vives de la nation. Et vous avez vu qu'il y a tout un faisceau d'interrogations qui est devant les Sénégalais, particulièrement ceux-là qui, aujourd'hui, représentent l'élite de notre justice. L'élite, n'est-ce pas, de notre communauté scientifique juridique. Vous vous rappelez bien des remarques qui ont été faites au Conseil constitutionnel, au président de la République, par 45 professeurs de droit. Cela veut dire quoi? Même le prétexte fallacieux qui a été utilisé par le président de la République Macky Sall, ce prétexte-là ne tient pas devant, en tout cas, ces scientifiques du droit. Mais nous avons vu à la suite, on avait pensé que le président allait se ressaisir pour appeler, malgré tout cela, à de larges concertations, mais des concertations sérieuses sur une question aussi essentielle que le référendum. Parce que ce qu'il faut dire, Edouard, c'est que le référendum transcende les frontières des partis politiques. Le référendum, c'est l'affaire de la République. Qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? Une communication politique pour inciter les Sénégalais à venir voter oui. Nous sommes devant une absence totale d'une communication institutionnelle. Et je pense que de ce point de vue-là, les organisations de la société civile et tous les patriotes qui sont soucieux du bon fonctionnement de notre République doivent aujourd'hui se poser la question de savoir pourquoi pas cette communication institutionnelle. Pourquoi on sait qu'il y a rupture d'égalité entre le camp du oui et celui du non? Mais au-delà même de la rupture, il y a un total déphasage entre la communication institutionnelle et la communication politique. Vous avez vu l'ensemble des panneaux qui ont été plantés dans le pays. C'est des panneaux du oui. C'est des panneaux qui, quelque part, alors représentent l'APR. Comme cette casquette de Maodo Malick Mbaye, mon frère. Pour dire quoi? Non, c'est différent. C'est différent. Parce que l'État a la responsabilité de mener une campagne de sensibilisation, d'information à l'endroit des populations pour les inciter à venir voter, tout simplement. Ça, c'est le rôle de l'État. Un parti politique peut se légitimer le droit, mais d'avoir des panneaux publicitaires, des supports de communication pour demander à ce qu'on vote en faveur de sa ligne politique. Ça, c'est acceptable. Mais retenons une chose, la communication institutionnelle a été quasi absente et malheureusement la RTS n'est pas venue pour arranger les choses. Nous avons constaté un accaparement des médias publics par l'APR et c'est regrettable. Si nous nous prenons garde, notre pays ira directement vers la dérive. Maintenant, par rapport à la violence électorale, par rapport à la violence dans cette campagne référendaire, c'est une violence que nous condamnons dans toutes ses formes. La violence, c'est l'arme des faibles. Moi, je suis réfractaire à la violence. Je considère que dans ce pays, il doit y avoir une nouvelle élite politique qui auront directement
avec les pratiques de clientélisme malsain qui quelque part occasionnaient la violence, pour comprendre qu'aujourd'hui, si on est homme politique, on est là pour le peuple sénégalais. Au-delà même des intérêts partisans, on est là pour le peuple sénégalais. Par conséquent, chacun doit savoir raison garder. En attendant que vous faites le tour de table, je pense que c'est ça que je voulais dire. Abdou Mbow, vous êtes du camp présidentiel. On vous a notamment reproché d'avoir excellé dans l'achat de conscience, de distribuer des sacs de riz par-ci et par-là. Que répondez-vous par rapport à ces accusations? Merci beaucoup. Je voudrais d'abord vous remercier de nous avoir invités, mais aussi saluer mes co-débatteurs, ma collègue Elentine et mes amis Bachir et Diatara, mais aussi mes amis de la coalition Benno Bokk Yakaar, Maodo Malick Mbaye et Ibrahima Ndoye. Je voudrais d'abord dire et répondre à cette question qu'il n'y a pas eu d'achat de conscience. C'est la première fois même que j'entends ce mot depuis le début de la campagne. Les sacs de riz dont vous parlez, j'en ai pas vu, à part les sacs qu'on vend à la boutique. C'est un mauvais procès qu'on vous fait? Mais absolument, un très mauvais procès. Pour revenir à ce que vous dites au débat, je voudrais d'abord dire à mes amis, d'abord à Bachir, qui a dit tout à l'heure qu'il y a l'absence de la communication institutionnelle. Je pense que non. D'abord, le ministère de l'Intérieur organise une caravane partout dans le pays. Il y a eu des affiches du ministère de l'Intérieur qui appelle les citoyens à venir voter. Mais notre coalition, Benno Bokk Yakaar, a le droit d'expliquer aux populations le projet de réforme de la Constitution pour qu'ils aillent voter massivement oui. Parce que en face, il y a le camp du non. Il a pris tout à l'heure l'exemple de la casquette de Maodo Malick Mbaye, mais il n'a pas vu, peut-être à côté de lui, il y a un t-shirt aussi qui dit je vote non. Et d'où viennent les panneaux publicitaires appelant à voter oui, appelant à voter oui, visibles à Dakar, ici, ce sont nos moyens de Benno Bokk Yakaar. Eux ici, ils ont leurs moyens. D'où vient le t-shirt là de Diatara? Il faut lui demander ça. Et pourtant, ils sont dans l'opposition. D'où viennent les 4x4 qu'ils utilisent partout dans ce pays? Ici, par exemple, les voitures, les plus grosses voitures à Thiès sont conduites par son président, Idrissa. Nous, on n'a pas ces voitures-là. Vous avez vu nos voitures. Elles sont là. Et pourtant, on est au pouvoir. Donc, je pense quand même qu'il faudrait qu'on revienne à la raison, expliquer aux populations pourquoi ils doivent voter oui. Et tout à l'heure, on a dit que jamais on a vu un référendum qui agite beaucoup de... Il y a eu trop de passion il y a eu trop de passion parce que dans l'histoire politique du Sénégal, on n'a jamais eu aussi autant d'hommes politiques pressés à être président de la République. Les gens étaient pressés à organiser les élections en 2017 parce que pour eux, ils avaient leur programme et en 2017, Macky Sall devrait partir pour qu'il s'installe. Mais je pense qu'il faudrait que les gens reviennent à la raison, qu'ils sachent que c'est Macky Sall qui est le président de la République encore pour 3 ans. Parce que les élections présidentielles se passeront en 2019. Ce qui est sûr et certain, c'est que le oui va l'emporter le 20 mars, ça c'est certain. Et on n'a pas de doute là-dessus, parce que les Sénégalaises et les Sénégalais comprennent que le président de la République va au-delà de ces querelles politiques. Lui, en tant que président, qui a fait la proposition de réforme constitutionnelle, il a le devoir d'aller vers les chefs religieux, d'aller vers les populations, toutes les couches sociales de la population, pour leur expliquer pourquoi il a fait la proposition de réforme constitutionnelle. Parce qu'en face, il y a des gens qui essaient de brouiller la conscience des Sénégalais en expliquant des points qui n'ont absolument rien à voir avec le projet de réforme constitutionnelle. Donc je pense que nous reviendrons là-dessus. Mais en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que la campagne se déroule très bien. Maintenant, pour la violence, nous le condamnons. Et il faut voir d'où vient la violence. Ici à Thiès, en tout cas, nous, depuis qu'on a commencé la campagne, il n'y a jamais eu de violence chez nous. On n'a pas provoqué de la violence. Peut-être il y a certaines personnes qui provoquent les gens pour qu'on aille vers la violence, mais nous appelons au calme et nous n'allons pas répondre quand même à ces scènes de violence que certains veulent vraiment nous imposer. Maodo Malick Mbaye, après avoir sillonné les coins et recoins
de la région de Thiès. Avez-vous l'impression que désormais les populations comprennent les véritables enjeux de ce référendum? Mais écoutez, je crois d'abord qu'il faudra dire que moi je ne suis pas surpris de tout ce qui se passe, que le référendum charrie autant de passion, parce qu'il faut d'abord accepter que nous sommes dans une démocratie et toutes les démocraties sont tumultueuses. Seule la dictature est silencieuse. Donc je crois d'abord que ce que nous vivons, ça rentre dans le cadre normal. Peut-être quand il y a des dérapages au plan physique, il est bon qu'on recadre, mais je crois que jusqu'à présent, on est dans les limites. Parce qu'il faut qu'on sache quand même qu'on n'est pas dans une daïra, on n'est pas dans une confession religieuse précise, nous sommes sur la scène politique. Ce qu'il faudra dire, c'est qu'au plan verbal maintenant, il y a des limites à ne pas franchir, parce que vous savez une chose, dans tous les cas, la violence verbale parfois peut faire beaucoup plus mal que la violence physique. Sur un autre niveau, j'ai entendu tout de suite mon frère Bachir en fait faire une remarque, dire que on note l'absence de communication institutionnelle. J'ai envie tout simplement de lui rappeler que dans toutes les formes d'élections, que ce soit des référendats, que ce soit des élections législatives, la communication qui est utilisée, c'est la communication politique. La communication institutionnelle est utilisée quand on doit développer des actions propres au gouvernement ou des entreprises publiques ou privées. Ce qu'il faudra dire maintenant par rapport à ce que nous... Par rapport à ma question, est-ce que les populations ont compris désormais les véritables enjeux de ce référendum? Oui, vous savez une chose, les Sénégalais ont une avance sur leurs élites et sur les classes politiques. Ne croyez pas qu'aujourd'hui, mon parent de Gatirat ou de Gatingaraf prend le temps qu'on lui explique d'abord qu'est-ce qu'un référendum. Nous avons rencontré des gens qui nous disent qu'est-ce qu'un référendum. Nous sommes entrés dans une famille où on était en visite à VAD, en visite à domicile avec le député. On nous a dit, mais le référendum, qu'est-ce que ce n'est pas? C'est-à-dire que les Sénégalais se posent d'abord la question de vous dire, vous lui dites que le référendum n'est pas une élection présidentielle, elle n'est pas une élection législative. Cela veut dire que par rapport à vos préoccupations, je crois que les masses laborieuses ont compris. Ils ont compris que c'est un enjeu extrêmement important qui va se jouer le dimanche prochain. L'autre élément qu'on est en train peut-être de brandir, c'est de dire que, mais pourquoi il y a eu autant de passion sur ce référendum-là et il n'y avait pas sur les référendats passés? Je donne un exemple. Peut-être que notre collègue, notre amie, notre sœur Hélène Tine, qui a suivi peut-être l'histoire du monde sérère, se rappelle qu'à Joal, lors du premier référendum, il y avait un bulletin de vote non. Mais il y avait une crise parce que tout le monde, on avait appelé tout le village, toute la ville pour demander mais qu'est-ce qui avait voté non. Pour vous dire que dans notre existence d'activité politique, il est normal qu'il y ait autant de passion. Pour terminer maintenant sur qu'est-ce qui a fait que ce référendum-là ait les allures d'une présidentielle, moi je crois que tout est parti quand même après que le président de la République a annoncé dans son message pour dire que je vais inscrire un certain nombre de points à soumettre au peuple sénégalais. C'est à ce niveau que des partis politiques se sont levés. Au lieu d'accepter que le référendum est tout juste une consultation, des questions que le président pose, les réponses issues des urnes ne lui sont pas adressées comme sanction ou plébiscite, mais lui sont adressées pour lui permettre, pour lui servir de bréviaire dans sa gouvernance. Au lieu de comprendre cela, l'opposition globalement s'est levée pour dire allez voter non. Parce que si vous allez voter non, nous allons montrer qu'il est impopulaire, nous allons montrer qu'on a désavoué sa politique, nous allons montrer que doyal nañu, mais c'est ça qui a dire que, comme on le dit en Wolof, c'est que ñi ci teen bi ñoo ñi romb ñoo daanu ci teen bi waxtu nak ñi pind bi. Ceux qui sont en face ont voulu faire de ce référendum-là une élection présidentielle anticipée. Oui. C'est à ce moment précis que le président de la République, étant un homme politique, parce que je dis une chose, il ne faut pas rêver, Edouard.
les hommes d'État, à côté des intérêts d'État, sauvegardent des intérêts politiques. Parce que c'est l'ensemble des intérêts politiques sauvegardés qui font de nous des hommes d'État ou des hommes de pouvoir. Donc quand ça a été manifesté de cette sorte, le président de la République également a pris pour lui aussi, sur lui, d'en faire également un moyen pour que les Sénégalais puissent comprendre que ce qu'il a fait en 3 ans mérite aujourd'hui qu'on l'accompagne davantage. Justement, je vais saisir la balle au bon, Ibrahim Ndoye. Est-ce que l'implication du chef de l'État dans cette campagne n'en a pas rajouté? Vous dites, pardon? Est-ce que l'implication du président de la République dans la campagne n'en a pas rajouté à cette passion outrancière? Oui, d'abord je voulais saluer les interlocuteurs qui sont en face de moi, mes frères dont j'ai parlé tout à l'heure, Madame Hélène Tine, députée à l'Assemblée nationale, M. Bachir Diawara et Diatara, le président Abdou Mbow et Maodo Malik. C'est ça aussi le Sénégal. Moi, je ne trouve pas que c'est aussi passionnant. En tout cas, cette passion ne me dérange pas pour autant, parce que je parle de ce que Hegel dit, rien de grand ne se fait dans ce monde sans passion. Moi, je crois que l'essentiel est de limiter cette passion dans les règles du jeu démocratique telles que nous les avons tous définies dans ce pays. Et c'est ce qui a fait, d'une certaine manière, la réputation de ce pays, que les relations soient apaisées. Et je trouve que depuis le début de la campagne, peut-être à part quelques exceptions à citer dans certaines zones, moi, en tout cas là où je me trouve, je n'ai pas senti cette passion débordante qui a conduit à la violence. Tout s'est fait dans les règles de l'art, mais je trouve qu'on doit revenir quand même à l'objet de ce référendum. Pourquoi le président de la République a convoqué ce référendum, a fait appel au peuple sénégalais pour apprécier les réformes qu'il soumet, je crois que dans le cadre du renforcement de la démocratie et de la modernisation, comme on l'a dit, des partis politiques et du jeu démocratique, du jeu politique dans son ensemble. Moi, je crois que ce qui me surprend d'ailleurs, c'est le terme utilisé, l'expression tout à l'heure par mon frère Diatara, quand il dit que malheureusement le président Macky Sall nous a précipités en convoquant, du moins dans le jeu politique, dans le jeu électoral, en convoquant le référendum. Je crois que le référendum, en tout cas, c'est un rendez-vous hyper important entre le peuple et les décideurs. Et en l'occurrence, ce référendum constitue pour moi un pas important dans la marche de notre pays. Oui, si les réformes qui sont soumises sont d'une importance tellement capitale que qualifier cet acte du chef de l'État d'acte malheureux, ça me pose problème pour quelqu'un censé être un démocrate. Je crois que ça fait quand même 2 semaines que je sillonne, par exemple, mon terroir du Diender natal, et j'ai senti, franchement parlant, j'ai senti une adhésion totale des populations, par exemple, par rapport aux réformes qui sont proposées. Si vous permettez, Ibrahim, je reviens à ma question de tout à l'heure. De l'implication du chef de l'État. Oui, dans une récente interview, il avait demandé que ce référendum, que sa personne soit dissociée de ce référendum-là, mais on le voit descendre sur le terrain. Oui. Quand un président de la République présente un projet, on ne peut pas lui reprocher de trouver les moyens de faire adopter ce projet par le peuple sénégalais. Je crois que ce qu'il est en train de faire, c'est ce qu'il y a de plus normal dans le monde. Il faudra qu'il s'appuie sur sa branche politique. D'abord, ses compagnons politiques sont partis, la mouvance présidentielle, pour pouvoir quand même vendre la marchandise qu'il présente au peuple sénégalais. Je crois que c'est tous les citoyens sénégalais qui sont appelés à apprécier. Il y a un camp qui se propose d'apporter une contradiction par rapport à la pertinence de ces propos. Il faut les respecter, mais il faudrait que ce camp aussi accepte que le président de la République, comment on dirait, se mêle dans la campagne pour pouvoir défendre justement son projet. Je crois que ce serait un mauvais procès de lui reprocher ça. Ça c'est Alors, honorable député Hélène Tine, nous allons maintenant entrer dans le fond du débat. Pourquoi, à votre avis, il faut voter non dimanche prochain? Mais moi, personnellement, j'ai décidé de voter non. Pourquoi? Pourquoi? Parce que je considère
que dans la démarche, nous n'avons pas pu donner l'opportunité aussi bien aux acteurs politiques et surtout aux populations de bien comprendre le contenu de ces réformes et de se l'approprier. Quand j'ai vu le projet a été publié le 1er mars dans le journal officiel et on a appelé à voter le 20 mars. Mais la campagne sert à ça, non? Oui, mais je considère que 20 jours pour des réformes de cette envergure, je trouve que 20 jours, c'est insuffisant. Depuis 1960, on dit qu'il y a eu 35 modifications dans la Constitution. Les 15 ont été opérées sous le régime du président Wade. Aujourd'hui, on nous dit qu'il y a 15 nouveaux points à insérer, ce qui va nous amener à 50 modifications. Et on nous donne 20 jours pour demander aux populations de les comprendre, de se l'approprier, sans pour autant qu'il y ait des concertations préalables. Je trouve que pour moi, cela est inacceptable. Votre problème, il est dans la forme. D'abord, il y a la forme, il y a la démarche. Oui. Dans le fond, oui, il y a beaucoup de non-dits sur certains points. Je prends par exemple la question du Haut Conseil des collectivités territoriales. C'est une question de fond pour moi qui pose problème. Il s'agit de quoi? Il s'agit de créer une autre institution de la République, en plus de l'Assemblée nationale, en plus du Conseil économique, social et environnemental, notamment, je cite ces deux-là, de créer une nouvelle institution. Combien de membres seront dans cette institution? Cette institution va coûter combien aux contribuables sénégalais? Dans un contexte où les collectivités locales qui sont censées être concernées par cette institution sont dans une situation donc de crise profonde. Est-ce que c'est cette institution qui va sortir les collectivités locales de l'ornière? J'en doute. Est-ce qu'il ne s'agit pas de créer un Sénat bis? Je pense que ça y ressemble fort. Je considère que nous autres députés de cette législature, nous avons voté la suppression du Sénat. Nous avons applaudi, nous avons félicité le président de la République et le peuple avec. 3 ans après, si on nous ramène une nouvelle institution de la République pour des collectivités locales qui sont en crise, je pense que ça ne correspond pas à ce que le président avait dit, le parti et les partis, la patrie avant le parti et les partisans. Parce que cette institution-là, à mon avis, n'est destinée des partisans. Oui. Dans un contexte de crise de l'éducation, je trouve que c'est inacceptable. Est-ce qu'on a dit au peuple que cette institution, combien cette institution va coûter, comment ces gens seront? Je sais qu'il y aura au minimum 100 conseillers, alors que nous avons le Conseil économique, social et environnemental, dont le budget a été plus que doublé depuis sa création. Nous sommes à l'Assemblée nationale, nous le savons. Le budget a été plus que doublé. Mais de toute façon, c'est clair et net. Je considère que si on va puiser dans les réformes proposées par la CNRI avait proposé un haut conseil des Sénégalais de l'extérieur. Donc on ne peut pas nous dire qu'on a puisé dans la CNRI pour nous apporter une institution qui va, demain, le peuple va découvrir que c'est un Sénat bis qu'on va créer. Est-ce qu'il est obligé de puiser forcément sur la CNRI? Non, mais moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est le discours qu'ils tiennent. Ils disent que ces réformes, en fait, ont été donc conçues par la CNRI ou sortent de la charte de bonne gouvernance des assises. C'est eux qui le disent, c'est le discours. Et moi, je considère que sur cette question-là, fondamentalement, je suis en désaccord profond avec ce projet-là. Et je ne veux pas que demain,
quand les projets de loi vont venir à l'Assemblée nationale pour donc mettre en œuvre ces principes qu'on a proposés au peuple de voter, que le peuple se rende compte qu'on ne leur a pas dit qu'il y avait des non-dits. Il y a d'autres questions dans le projet, par exemple, comme on parle de nouveaux droits. Oui. Ces nouveaux droits-là... Un point en polémique, hein? Mais la polémique, c'est tout à fait normal, parce que je pense que si les gens avaient pris le temps d'expliquer, on n'aurait pas eu cette polémique-là. Mais beaucoup de points parmi ces 15, comme l'a dit le constitutionnaliste qui a plus ou moins contribué à l'élaboration de ces réformes, sont faits à des fins de marketing politique. On a parlé dans ces nouveaux droits, des droits à un environnement sain, oui. Mais c'est déjà dans le code de l'environnement. Ce n'est pas un nouveau droit. Allez dans le code de l'environnement. Le nouveau au soleil, c'est ce que vous êtes en train de nous dire. Mais non, il y a beaucoup de points. Oui. Parmi ces 15 qui sont mis là pour appâter le peuple. C'est clair. Le code de l'environnement est très clair. Ce n'est pas un nouveau droit à un environnement sain quand même. Donc le patrimoine foncier, mais ce n'est pas un nouveau droit. Est-ce que la commission qui a été mise en place et qui a été dirigée par le professeur Souran a déposé ses conclusions? Qu'est-ce qui est prévu là-dedans? Aujourd'hui, ce que je constate et ce que réclame le CNCR, c'est qu'on puisse immatriculer les terres au nom des paysans pour les mettre à l'abri. Mais je constate dans le corps du texte qu'on a renvoyé, en tout cas, aux collectivités locales encore, cette question foncière, quand nous savons tout le rôle que les collectivités locales ont joué dans ce domaine-là. Ce n'est pas un nouveau droit. Nous sommes en train de réviser le code pétrolier. L'État est en train va amener un nouveau code pétrolier à l'Assemblée, un nouveau code minier. Mais je pense que c'est là qu'on doit adresser ces questions-là de façon claire et nette pour que les populations puissent en profiter. Aujourd'hui, on dit aux populations, si vous votez, vous allez avoir votre patrimoine foncier préservé, pendant qu'aujourd'hui, les terres de Polytechnique à Diassap ont été immatriculées, et c'est au nom de l'État du Sénégal qu'on les a immatriculées. Est-ce que ces populations savent qu'aujourd'hui, l'État du Sénégal, qui a aujourd'hui qui a immatriculé ces terres, peut se lever demain et à leur insu, y implanter un projet ou les attribuer à quelqu'un d'autre. Donc il y a des questions de fond dans cette réforme qui n'ont pas été discutées. La dernière, Pierre, je m'excuse, je suis d'accord pour qu'il y ait des députés de la diaspora. Ils apportent une contribution essentielle, fondamentale à l'économie de ce pays. Et c'est des citoyens à part entière. Mais est-ce que le fait d'avoir ces députés de la diaspora va augmenter le nombre de députés à l'Assemblée nationale? Je n'en sais rien. J'aimerais bien qu'ils répondent à cette question ici devant le peuple sénégalais. Ils auront l'occasion de le faire tout à l'heure. Mais je vous pose la question. Vous prenez le micro. Voilà. Je dis, Hélène, moi je pense que il a le droit de dire son point de vue. Mais aussi, elle fait du moins en même temps des affirmations gratuites. Parce que quand Hélène dit que il y a 35 modifications depuis 1960, c'est vrai. 15 sous Abdoulaye Wade. Mais les 15 ont été faits 15 fois. Cette fois, les 15 points, c'est en une fois, c'est-à-dire un référendum. Donc je pense qu'il faudrait que les gens aussi comprennent que la consultation dont on parle, elle a été faite depuis très longtemps. Je m'explique. La Commission nationale de réforme des institutions, ce n'est pas nous qui tenons le discours en disant que voilà, les points sont tirés de là-bas. Non, Hélène, je dis bien, les 13 points contenus dans le projet de réforme constitutionnelle sont tirés bel et bien des conclusions de la Commission nationale de réforme des institutions. Il faut aller vérifier. S'il vous plaît, oui. Le président n'avait pas dit à Amadou Mahtar Mbow de lui faire une constitution. Il lui a donné une commission
en lui disant, avec des termes de référence clairs, réfléchissez pour la modernisation des institutions de notre pays. Ça, c'est très clair. Encore, le président Amadou Mahtar Mbow, avec sa commission, mais a fait des consultations citoyennes partout dans le pays. Il faut qu'on arrête de dire le peuple, le peuple. Le peuple a été bel et bien consulté. Le peuple a dit ce qu'il pense de ces réformes. Les assises nationales ont été consultées. Parce que c'est Amadou Mahtar Mbow même qui a été le président des assises nationales. Maintenant, quand on donne à une commission au président Amadou Mahtar Mbow, qu'il réfléchisse, qu'il donne les conclusions au président de la République, c'est le président, lui, qui a la charge de prendre avec ses collaborateurs, mais aussi avec son gouvernement, les réformes qui arrangent le pays. Je dis bien qui arrangent le pays, parce que souvent, on biaise le discours en disant que le président de la République a pris les points qui l'intéressent. Je dis non. C'est que je jugerais bon, c'est lui qui le dit. Oui, parce que c'est lui qui a la prérogative. Bon. Hélène n'a pas la prérogative de juger. Il peut donner son point de vue. Mais celui qui a la prérogative de juger ou bien de prendre des décisions, c'est bien le chef de l'État. C'est ce que le président de la République a fait. Par rapport au Conseil des collectivités locales, Hélène a donné son point de vue. Je lui concède ça en disant que c'est un Sénat bis. Je dis bien que ça ne peut pas être un Sénat bis. Parce que le président de la République est un homme cohérent. Quand vous prenez le programme Yonou Yokouté, il faut aller vérifier, ma collègue. Il y a bien le Haut Conseil des collectivités locales dans notre programme de gouvernance. Le président de la République a été élu sur un programme. Le programme Yonou Yokouté. Quand il est arrivé au pouvoir, il y a eu la stratégie de la croissance accélérée, la SNCR et tout, SNDS. On a fait la fusion avec le programme Yonou Yokouté pour en venir aujourd'hui au plan Sénégal émergent. Et le président de la République, dans son programme Yonou Yokouté toujours, mais il y avait la restauration du quinquennat, ce qui se trouve aujourd'hui dans le projet de réforme constitutionnelle. Je reviens au nouveau droit aux citoyens. Il faudrait qu'on arrête de brouiller la tête des Sénégalais. On a dit la reconnaissance de nouveaux droits aux citoyens, c'est le point 4. Droit à un environnement sain sur leur patrimoine foncier et leurs ressources naturelles. Revenons au patrimoine foncier. Hélène sait bien qu'elle est députée. Ce n'est pas dans la Constitution qu'on va régler certains problèmes. Il a parlé tout à l'heure du Code de l'environnement. Ici, c'est les principes généraux. Il y a une commission nationale de réforme foncière dirigée par le professeur Amadou Mahtar Mbow. Mais le président de la République, en tant que chef de l'État, Moustapha Souran, le président de la République, en tant que celui qui détermine la politique de la nation, mais a une vision claire par rapport à sa politique foncière. C'est pourquoi il a proposé dans ce projet de réforme constitutionnelle les droits aux fonciers. Et la commission, ce qu'il va déposer sur la table du président de la République, c'est avec ça que le gouvernement prendra des projets de loi et des décisions seront prises par rapport au patrimoine foncier. Donc moi je pense que tout ce qu'on a mis dans le projet de réforme constitutionnelle, les points sont très clairs. On ne peut pas amener une confusion et chacun a le droit, encore une fois de plus, de voter non. Hélène, on est dans le même groupe parlementaire. Voilà. Aujourd'hui, il vote non. Je l'ai taquiné tout à l'heure en lui disant que quand on va à l'Assemblée nationale, on va vous débarquer. C'était pour la taquiner un peu. Mais je pense que le Sénégal est un pays de droit. Le Sénégal est un pays où chacun... Non, mais attends, nous, on ne fait pas comme le PDS. Hein. Vous ne pouvez pas me débarquer en tant que député. Hein. Non, mais on ne le fera pas. Hein. On ne va pas. C'est le peuple qui m'a élu. Non, Hélène, je dis bien que je vous taquinais en vous disant cela. Mais vous savez bien que nous sommes des démocrates. Nous sommes des hommes qui respectent les institutions de ce pays. Vous avez le droit, encore une fois de plus, Hélène, de voter non ou de faire voter non ou de dire vos points de vue. Mais nous aussi, on a le droit d'éclairer la lanterne des Sénégalais dans ce que nous sommes en train de écouter le point de vue de Yankoba Diattara. Qu'est-ce qui vous gêne dans ces réformes présentées comme étant des réformes consolidantes? Non, vous aurez la parole tout à l'heure. Non, attends. Non, c'est pour répondre à Hélène. C'est pas... Oui, Yankoba Diattara va dire un mot. C'est Hélène qui avait dit. Pour le nombre de députés, Hélène, je dis bien que, encore une fois de plus, depuis 1960, le nombre de députés a été de 80, 60, 120, 150. Aujourd'hui, c'est 150. Personne, s'il vous plaît, personne n'a dit que le nombre de députés va être augmenté. Si cela devrait être fait, le président de la République est un homme
clair, c'est un homme limpide, c'est un homme qui ne se cache jamais derrière des concepts pour prendre des décisions. Si sera fait, le président de la République se mettra devant les Sénégalais pour dire absolument, pleinement. Et si ce sera fait, Hélène, nous l'assumerons. Nous ne sommes pas des gens qui jouent à cache-cache. Qu'est-ce qui vous gêne dans ces réformes? Il y a pas encore de noms des réformes consolidantes. Qu'est-ce qui vous gêne dans ces réformes, Yankoba? Tout est clair. Il n'y a pas de non-dit. Je suis désolé. Je voudrais rappeler que par rapport à ce projet de référendum, nous, on a une vision très claire de ce que Macky Sall est en train de faire. Ce qui nous gêne le plus, c'est le fait que Macky Sall, en tant que président de la République, se dédie devant son peuple et devant l'opinion internationale par rapport à des engagements solennels qu'il avait pris devant le peuple. Donc c'est ça qui nous gêne le plus. Nous avons tous suivi Macky Sall, entre les deux tours, prendre l'engagement solennel de me rappeler des images de l'hôtel, de son costume, de tout ce qu'il a fait, dire, si je suis élu, je dois réduire mon mandat de 7 à 5 ans. Moi, c'est cet engagement politique solennel qu'il avait pris devant le peuple sénégalais qui nous gêne le plus dans cette affaire. Mais que vaut sa parole devant la loi? Sa parole devant la loi, une parole solennelle d'un chef d'État, doit être respectée et mise en œuvre, quelle que soit la forme qu'il utilise pour que ça soit respecté. Et il avait tous les moyens juridiques et politiques de faire respecter sa parole. Et c'est ça qui est gênant. Macky Sall prend cet engagement avant d'être élu. Il est élu président de la République, investi, il le répète plus de 9 fois, solennellement, devant le peuple sénégalais, à plusieurs reprises, sur l'international, en France, aux États-Unis, à la tribune des Nations Unies, devant tous les membres des Nations Unies. Il prend l'engagement solennel. Depuis lors, le Sénégal était plus ou moins considéré comme un modèle de démocratie qu'il fallait plus ou moins vendre sur l'international. Le président Obama est venu ici chanter les louanges de Macky Sall, du Sénégal, de la maturité du peuple sénégalais, de notre démocratie. Tous les pays du monde, en fait, nous regardaient avec cette image d'un peuple modéré, d'une démocratie modérée, mais également qui pouvait être vendue et partagée. Ici, Macky Sall revient sur sa parole, ravale même, je peux dire, sa langue pour nous raconter que par un avis du Conseil constitutionnel, il est aujourd'hui dans une position inconfortable. Il ne peut plus, mais c'est gênant. Politiquement, c'est gênant. C'est ça qui nous gêne le plus dans cette affaire. Deuxièmement, Macky Sall nous dit, oui, par rapport au projet, il a des ambitions pour renforcer la démocratie, oui. En fait, consolidante, a-t-il dit. Consolidante, c'est de laisser même de certaines de ses prérogatives pour les donner à l'Assemblée nationale. Mais moderniser l'opposition? Non, il n'a rien à donner à l'opposition. Oui. Tout ce que l'opposition a, c'est son droit. Ça a existé, nous concourons à conquérir le pouvoir, mais également le statut de l'opposition. Même vous vous rappelez de la proposition de Maître Wade à l'époque avec le professeur Meutch par rapport au statut de l'opposition. Mais tous ces éléments contenus dans le projet de constitution existent soit dans des lois en cours, organiques ou ordinaires, ou même dans des projets qui étaient en cours. Donc nous n'avions pas besoin aujourd'hui d'avoir un projet qui nous est imposé précipitamment, comme je l'ai dit, dont le peuple ignore totalement même le contenu à certains points, et que le président lui-même le porte comme un projet d'une nouvelle république qu'il voudrait vendre aux Sénégalais. Et c'est ça qu'il le plus ou moins, qu'il le théorise, comme si c'était une nouvelle république à vendre aux Sénégalais. Or, moi j'ai pas vu, honnêtement, donc dans ce projet, deux points étant assez pertinents pour nous plus ou moins pousser à organiser un référendum. On pouvait, par rapport à certains points, vraiment les faire passer par une loi à l'Assemblée nationale et d'autres même faire des modifications. Par exemple, si nous prenons les nouveaux droits dont on parle et qui aujourd'hui font l'objet de toutes les suspicions, ouais. Nous n'avions pas besoin de cela.
comme Hélène a parlé tout à l'heure du code de l'environnement, même sur le patrimoine foncier, nous avons la loi sur le domaine national qui pouvait être revue, renforcée ou améliorée. De 1963. Ah, mais c'est ça que j'ai dit. Loi qui date de 1963. C'est 66. Qui pouvait être revue. C'est 63, je dis bien de 63. Qui pouvait être revue, améliorée. Non, c'est pas 63, c'est 66. C'est 63. La loi sur le domaine national. Non, mais donc, on revient, c'est 63, je dis bien. Améliorer et renforcer. Est-ce qu'on avait besoin de l'inscrire comme ordre du jour? Maintenant, là où on parle des ressources naturelles, le point sur les ressources naturelles, mais on a le code de l'environnement, on a le code qui est là. Nous avons peut-être aujourd'hui de nouvelles ressources naturelles qui peuvent être inscrites donc, dans la nouvelle loi et peut-être même par des lois organiques organiser leur utilisation. Mais on n'avait pas besoin de l'utiliser, donc de l'inscrire comme point. Il y a aussi d'autres points donc aujourd'hui qui ne sont pas clairs dans la tête des gens et que le président Macky Sall aujourd'hui qui prend ce projet comme son va-tout et qui fait le tour du pays. C'est pourquoi quand il me parle donc de l'enjeu, non, c'est Maodo Malick parlait d'une élection présidentielle anticipée. Non, c'est Macky Sall qui a dénaturé la campagne. Il aurait pu faire comme Wade. Il a son projet qu'il a soumis aux Sénégalais. Pourtant, il avait invité à ce que sa personne soit dissociée de ce référendum. Parce que simplement, il sait qu'il a soumis aux Sénégalais un projet impertinent qui allait être rejeté. Et ça allait être le début de son départ, de sa chute, qu'il prend conscience de ces risques politiques. Maodo même l'a avoué, de ces risques politiques pour prendre malheureusement son bâton. Je n'ai pas parlé de risques politiques. Ah, si, je me précise, j'ai dit, le président... Le président... Oui. Maodo, vous aurez la parole tout à l'heure, Maodo. Après, vous allez répondre. Oui. Mais là, ne faites pas ce que je n'ai pas dit. Hein. Ils nous disent, oui, Abdou dit, il y a des leaders politiques qui sont presque des présidents de la République. Absolument. Qui veulent précipiter. Et souvent, quand on le dit, on pense à votre leader. Absolument. Attendez. Et il avait dit qu'il allait arrêter la politique quand il aura 63 ans. Et il aura 60 ans en 2019. L'engagement d'hommes politiques sur le terrain sur une question précise et le mettre en lien avec le départ de Macky Sall. Mais nous, on ne parle pas du départ de Macky Sall. On parle de l'impertinence. Non, vous parlez du départ de Macky Sall. Vous avez parlé de son départ, je suis désolé. Vous dites que si le non l'emporte, il va partir. Ah oui. On parle de l'impertinence du projet de Macky Sall qui sera rejeté le dimanche prochain par l'opinion. On pense que politiquement, il doit tirer les conséquences de cet désaveu. Ça, on l'assume. Mais je dis bien, si Abdoumbo pense qu'Idrissa Seck, son rêve, c'est d'être président de la République, quoi de plus légitime même. Et si aujourd'hui, son élève, Macky Sall, d'hier, élève d'Idrissa Seck, est devenu président de la République, à plus forte raison, Idrissa Seck. Vous avez vu. Non, je suis désolé. Oui. Vous avez vu. Ok. Monsieur Diawara, est-ce que tout est clair dans votre tête? C'est moi qui ai interpellé. Non, attends. C'est moi qui l'ai interpellé. Oui, vous aurez la parole tout à l'heure. Vous aurez la parole. Non, vous laissez mal. Laissez Monsieur Diawara se prononcer. Alors, la question est adressée à Monsieur Diawara. Oui, vous aurez la parole tout à l'heure. Alors, Bachir, voilà, est-ce que vous partagez les deux institutions soulevées ici par le camp du non? Non, moi je pense que j'ai une autre perception. Je ne suis pas dans les querelles de clocher politiques intestines. Cette question-là est une question essentielle pour l'avenir de notre pays. Mais retenons tous que c'est Macky Sall qui a donné des allures de campagne présidentielle à ces référendums. Retenons-le. C'est Macky Sall qui s'est comporté. C'est Macky Sall qui s'est comporté comme l'homme le plus s'il vous plaît, comme l'homme le plus versatile dans le landerneau politique sénégalais. L'homme le plus versatile, n'est-ce pas, de l'histoire politique du Sénégal. Quelqu'un qui a malmené l'éthique de la parole donnée. Macky Sall a écorné l'image de marque du Sénégal au niveau national comme international. Mais je ne parle même pas de Wahwah. Parlons tout simplement du déniement. Aujourd'hui, on est en train de faire comprendre à ces générations-là qu'il faudrait promouvoir ce qu'on appelle les contre-valeurs pour réussir dans la vie.
Macky Sall ne doit pas apparaître comme un contre-modèle en termes de respect de la parole donnée. C'est ça la question fondamentale qui importe débattre. Pourquoi aujourd'hui, je l'ai dit tout à l'heure, pourquoi ce référendum étant passionné? Pourquoi ce référendum a créé une dichotomie au niveau de la nation sénégalaise? Oui. Qu'il y ait deux partis. Le peuple est divisé en deux. Le peuple est divisé. Oui. Les partisans du oui, c'est-à-dire du pouvoir, et le peuple en tant que tel. Voilà la configuration actuelle de la nation. C'est parce que tout simplement, les Sénégalais ont compris qu'à travers ce déniement, Macky Sall a rompu le contrat de confiance qui le liait avec ces Sénégalais-là. Parce que beaucoup de Sénégalais qui ont voté pour Macky Sall, mais l'ont fait sur la base de son engagement de réduire son mandat, et de réduire le mandat actuel et de se l'appliquer de 7 ans à 5 ans. Ce wahwahet est encore retentissant, ce wahwahet est encore tout à fait frais dans la mémoire collective. Voilà pourquoi aujourd'hui, le peuple sénégalais est dans une logique irréversible de sanctionner Macky Sall le 20 mars. Pas parce qu'il a fait tout simplement du wahwahet, mais parce que tout ça, s'il vous plaît, Abdoumbo, moi je pense que ce débat a été respecté. On va continuer dans cette dynamique, s'il vous plaît, arrêtez de piailler. Franchement, il faut écouter. Je voudrais vous dire tout simplement que Macky Sall a rompu son contrat de mandature par rapport à n'est-ce pas, au non-respect de la parole donnée. Ça, c'est la première question. Mais n'oublions pas une chose, que Macky Sall a dirigé ce pays-là, a promis monts et merveilles, mais au bout du compte, il n'a pas donné satisfaction au peuple sénégalais. Avant même la prononciation de ce référendum-là, le peuple sénégalais était dans une logique de sanction politique du régime politique de Macky Sall. Parce que tout simplement, les promesses qui ont été faites relativement aux 500 000 emplois aux jeunes n'ont jamais été respectées. Tout le monde sait que le Fonds social est en ébullition, mais le plan de relance pour les sociétés en difficulté n'a pas été accepté. Donc beaucoup de questions n'ont pas été réglées par Macky Sall. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a conceptualiser ce qu'on appelle les conseils interministériels décentralisés, où on a dépensé des milliards, des millions. Non, s'il vous plaît, c'est une parenthèse. C'est pour dire tout simplement que le peuple sénégalais, avant même ces référendums, était dans une dynamique irréversible de sanctionner Macky Sall. C'est ça la vérité. Et le non, je suis en train de rire sous cap. Quand je vous vois, ou quand je les entends parler d'une victoire éventuelle du oui, vous parlez là d'une éventuelle confiscation de la volonté populaire. Mais écoutez, vous-même, vous le savez, vous êtes en train de battre campagne. Vous êtes à l'intérieur du pays, vous êtes à Thiès, vous êtes partout. Vous savez qu'il y a une déferlante du non, mais partout dans le pays au niveau de la diaspora. Et le peuple sénégalais reste vigilant. Et je vous mets en garde. Si toutefois que le non remporte ces élections-là, et que Macky Sall et son régime chercheront à confisquer la volonté populaire, naturellement, nous prendrons les engagements qu'il faut. C'est-à-dire, Macky Sall doit savoir que ce référendum doit refléter sa minorité infinitésimale dans l'espace politique. Parce que tout simplement, il a eu véritablement à rompre ce contrat de mandature, à ne pas respecter beaucoup de promesses électorales. Voilà aujourd'hui le référendum. Les Sénégalais ne sont pas dans les sémantiques juridiques, ne sont pas dans le contenu du texte. Les Sénégalais aujourd'hui veulent sanctionner Macky Sall parce qu'il a fait du wahwahet. Macky Sall a fait du reniement, il a déshonoré le peuple sénégalais. Le Sénégal n'est plus respecté, n'est-ce pas, au niveau international, parce que nous avons un président de la République qui est versatile. Voilà la réalité. Oui, Maodo Malick Mbaye, ce référendum sera-t-il le premier tour des législatives de l'année prochaine? Mais écoutez, moi je voudrais d'abord demander à nos amis, à mes frères vraiment, pour qui j'ai beaucoup de sympathie et d'estime, et naturellement, et je sais que c'est vrai, ils me le rendent bien, à éviter. Parce que, vous savez, les passions c'est bon, il faut être passionné. Mais je comprends un peu, même si j'accepte pas les positions et la teneur, la vigueur du discours de mon frère Bassirou Diawara, qui dénue même au président de la République sa fonction de président. Je crois qu'il nous faut quand même revenir à l'essentiel et dire qu'aujourd'hui, sur ce plateau, est en train de se jouer l'avenir de ce pays. Que nous devons, nous, dans tous les cas de figure, éviter d'entrer dans ce schéma de combats politico-politiciens qui font que, même si Abdou porte du blanc, je vais dire que c'est rouge parce que je suis contre lui. Je voudrais maintenant, pour aller au fond des choses, vous dire une chose extrêmement précise à mon frère Yankhoba Diattara. Ne serait-ce que, vous savez, vous parlez du droit au foncier. Si nous prenons l'exemple de ce que nous avons vécu à Thiès,
nous Thiessois, ne serait-ce que sur la consécration, et je dis une fois encore, quelque chose qui est inscrit dans le code de l'environnement, dans le code de foncier, dans le code de pétrolier, n'a rien à voir, n'a pas d'égale valeur avec ce qui est consacré sur la Constitution. Je crois qu'aujourd'hui, en donnant aux citoyens sénégalais de nouveaux droits, notamment le droit foncier et le droit foncier et le droit à un environnement sain. Je parle parce que nous sommes à Thiès, ici, à la promenade des Thiessois. Nous, ce que nous avons vécu en termes d'incompréhension, en termes de flou par rapport à ce qui a entouré la distribution de nos parcelles pendant très longtemps. Je ne suis pas en train d'accuser qui que ce soit, mais je dis une chose. Jamais les Thiessois n'ont pas eu réelle prise sur comment leur foncier a été distribué, qui en a droit, qui n'en a pas droit, qui en a profité. Je crois que c'est un débat aujourd'hui qui nous intéresse, nous Thiessois. Et quand on parle d'environnement, c'est d'un environnement sain. Ce n'est pas un débat, ce n'est pas un droit accessoire pour moi, c'est un droit extrêmement essentiel. Quand vous voyez aujourd'hui les populations de Pognène, les populations de Sampaté, les populations de Silman, les populations de Cité-Lamy dans la grande banlieue, qui en période d'hivernage pratiquement souffrent parce que tout simplement ils n'ont pas un droit qui consacre leur environnement pour pouvoir en réclamer l'obtention, je crois que quand même dans ce projet de constitution, il n'y a que de l'important, il n'y a que de l'essentiel. Maintenant, moi, je n'ai jamais vu un référendum aussi antiprésidentialiste. Je m'explique. Il n'y a aucun point de ces 15 qui aujourd'hui renforce l'autorité et les pouvoirs du président de la République. Je crois qu'à un certain moment, nous devons nous calmer, nous devons évaluer et dire que à partir de tout ce que nous avons constaté, Pierre-Edouard, relancer le dialogue politique. Il est possible. Il est possible de relancer un dialogue politique sain, mais ce n'est pas aujourd'hui en brûlant ça ou bien en faisant de ce référendum comme on veut nous faire savoir que c'est parti. Oui. Pour mais là, est-ce qu'on n'a pas manqué une belle occasion de dialoguer aussi? Non mais oui. je veux dire, attends. Je crois que le président de la République, d'abord, je disais à quelqu'un que l'engagement qu'il avait, ce qu'il avait comme engagement à réduire son mandat, c'était un engagement intentionnel. Il avait l'intention. Mais l'engagement qu'il avait pris réellement, c'est de dire que je pars au plan politique, je gagne avec une coalition. Gagnons ensemble, gouvernons ensemble. Et il est à admettre que tous ceux qui sont partis de leur propre gré ou sont partis parce qu'à un certain moment, ils voulaient partir. Maintenant, par rapport à ce qu'il y a lieu de voir sur le Haut Conseil des collectivités territoriales, moi je crois que, en tant que membre de Macky 2012, je peux confirmer que le président de la République n'a jamais parlé du Haut Conseil des Sénégalais de l'extérieur. Parce que déjà, il y a une direction des Sénégalais de l'extérieur. Il y a un espace de dialogue des Sénégalais de l'extérieur. Ce qui nous manque aujourd'hui, c'est un cadre de dialogue entre les élus et l'État et comprendre qu'il n'y a pas deux États. Il y a l'État est un et indivisible, la République est une et indivisible, mais il n'y a jamais eu un cadre de concertation entre les élus, entre les collectivités locales et l'État. Je crois que nous, en tant qu'élus, nous saluons cela. Sur un autre élément dont l'honorable député Hélène Tine a parlé, en disant, est-ce que ce ne sera pas un Sénat bis? Ma certitude, c'est que ce ne sera pas un Sénat bis. J'ai eu la chance de conduire une délégation, celle de l'Association nationale des élus départementaux, et nous avons posé la question au président de la République, qui nous a répondu et qui nous a rassurés. Maintenant, on ne peut que nous baser sur ce qu'on nous a donné. Et ce que nous avons aujourd'hui comme constat, c'est que si le Sénat devait être aujourd'hui réhabilité, mais je crois qu'on n'a pas besoin de fourniture pour pouvoir le faire. Mais ce qu'il faut relever et accepter, c'est qu'avec ces réformes constitutionnelles, c'est une révolution qui va se passer en termes d'abord du droit des citoyens, mais en termes de devoir des citoyens. Pierre, pourquoi les devoirs nous intéressent?
Parce que les Sénégalais, généralement, surtout ceux qui sont dans l'espace public, nous avons un excédent partisan et politicien. Nous avons un déficit citoyen et républicain. Et quand on va consacrer des devoirs des citoyens, je crois que ça va régler pas mal de choses. Sur les droits, je crois que nous avons une chose. Je voudrais dire, ici au Sénégal, il y a des choses qu'on a réglées. D'abord, l'homosexualité. Vous savez, on en parle, on en voit rarement. Je m'explique. Si aujourd'hui on avait dit, si on était à Paris ici, on dit place de la République, il y a un rassemblement gay